Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Guinée, le principal opposant Cellou Dalein Diallo a décidé d'accorder le bénéfice du doute aux putschistes qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Le président de l'UFDG espère que ces derniers vont tout faire pour organiser très rapidement des élections libres et transparentes. Collaboration entre la Somalie et la Turquie sur le plan sécuritaire. Ankara souhaite notamment apporter son aide à Mogadiscio dans sa lutte contre le groupe terroriste Al-Shabaab. Et puis, lutte contre la fraude fiscale au Cameroun. Le gouvernement compte intensifier la surveillance avec la mise en place de nouvelles mesures d'ici 2022. Depuis leur prise du pouvoir dimanche dernier, les militaires emmenés par le chef des forces spéciales, le lieutenant Mamadi Doumbouya, ont pris diverses mesures, parmi lesquelles la libération ce mardi 7 septembre d'un premier groupe d'une dizaine d'opposants au régime déchu du président guinéen Alpha Condé. La libération des opposants intervient alors que la CEDEAO, qui a condamné la prise de pouvoir éclair et l'arrestation du président Condé, se réunit ce mercredi en sommet extraordinaire virtuel à partir de 14h GMT pour discuter de la situation en Guinée. Le principal leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a d'ailleurs salué l'élan patriotique de l'armée et a accordé sa confiance au Comité national pour le rassemblement et le développement, malgré les risques de confiscation du pouvoir par les forces militaires. Nathalie Mo. 48 heures après le coup d'État, le chef de l'opposition guinéenne Cellou Dalein Diallo a pris acte de la chute du régime d'Alpha Condé. Le 6 septembre 2021, le leader de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique ANAD a exprimé son soutien au Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD. Il a qualifié le putsch de victoire du peuple sur la dictature incarnée par Alpha Condé. 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé. Il porte l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. Si pour Cellou Dalein Diallo, le putsch est salutaire pour l'instauration de la démocratie en Guinée, il regrette que le calendrier de la transition ne soit pas encore connu. Le chef de l'opposition guinéenne estime que l'armée a fait preuve de sursaut patriotique en faveur des libertés des citoyens et la démocratie. Pourtant, la prise de pouvoir par les armes est contraire à ses convictions, a relevé Cellou Dalein Diallo. En effet, notre armée, représentée par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAD et les autres forces vives du pays, éprise de justice et de démocratie. Cellou Dalein Diallo a invité le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes, la réconciliation nationale et l'instauration de l'état de droit. Toutefois, il reconnaît qu'il existe un risque de confiscation du pouvoir par l'armée, un scénario qu'avait vécu la Guinée en 2009 sous l'autorité du capitaine Moussa Dadis Camara. Le Comité national pour le rassemblement et le développement semblerait être sur la même longueur d'onde que l'opposant Cellou Dalein Diallo. Le CNRD a en effet rencontré lundi 6 septembre les membres de l'ancien gouvernement, de même que les représentants des institutions. Rencontre au cours de laquelle la junte militaire a insisté sur l'ouverture prochaine d'une concertation nationale afin de définir les modalités de la transition politique conduite par un futur gouvernement d'union nationale. Nathalie Mo. Escortés par les militaires du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD, ils sont sortis du palais du peuple et du gouvernement en même temps. Le gouvernement d'Ibrahima Kassori Fofana et d'autres représentants des institutions républicaines répondaient à une convocation de la junte militaire ce 6 septembre 2021. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a annoncé la formation d'un gouvernement d'union chargé de conduire la transition. Une concertation globale sera ouverte pour décrire les grandes lignes de la transition. Ensuite, gouvernement d'union nationale
sera mise en place pour conduire la mission. Tous les documents de voyage des membres du gouvernement dissous ont été saisis par les nouvelles autorités militaires. Une démarche qui pourrait ouvrir la voie à des poursuites contre les anciens ministres. Le chef de la junte a critiqué l'équipe gouvernementale sortante, pointant sa malgouvernance. Mais Mamadi Doumbouya a indiqué qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières. Mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Comme il a été dit dans le deuxième communiqué, les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Au sortir de sa rencontre avec les anciens dirigeants guinéens, le CNRD a engagé les premières passations de pouvoir. Les militaires ont commencé à remplacer les autorités civiles, notamment les gouverneurs et préfets des localités de Kankan et Labé, fief du président Alpha Condé. Dans l'actualité également, la Somalie et la Turquie souhaitent renforcer leur coopération bilatérale. Le 3 septembre, les ministres de la Défense des deux pays se sont rencontrés à Ankara. La mise en place d'un partenariat de défense et de sécurité pour contrer le groupe terroriste Al-Shabaab a été évoquée, ainsi qu'une coopération dans divers autres domaines. Mildred Diamant. Renforcement de la lutte antiterroriste en Somalie. Ce pays d'Afrique de l'Est a conclu un partenariat de défense et de sécurité avec la Turquie en vue d'intensifier les offensives contre Al-Shabaab. Cet accord intervient au moment où les attaques perpétrées par ce groupe terroriste se sont accentuées en Somalie au cours des derniers mois. Le volet sécuritaire n'est que l'un des aspects les plus importants du renforcement de la coopération économique et diplomatique de la Turquie en Afrique et plus précisément dans la Corne de l'Afrique. C'est une zone géographique des grands enjeux sécuritaires mondiaux actuels avec la piraterie maritime et le terrorisme. La Somalie constitue pour la Turquie un point stratégique de cette présence en Afrique. C'est pour cette raison qu'en 2015 et 2016, la Somalie avait été l'un des nombreux pays du continent où le président turc Recep Tayyip Erdogan avait effectué des visites officielles. La rencontre du 3 septembre s'inscrit donc dans ce sillage de renforcement de la coopération turque en Afrique de l'Est. Mais en ce qui concerne l'efficacité de ces contacts sécuritaires entre les deux pays, il est prématuré pour le moment de dire que cela va anéantir les terroristes de Al-Shabaab. Seul le futur va nous dire mieux. La Turquie est à la fois un partenaire financier et sécuritaire majeur de la Somalie. Les deux pays entretiennent des relations mutuelles dans plusieurs domaines, notamment la sécurité et la politique. Au cœur des échanges, lors d'une réunion tenue le 3 septembre 2021 entre les ministres de la Défense des deux pays, le renforcement de la coopération bilatérale et régionale en matière de sécurité. Le 30 septembre 2017 fut un grand jour dans cette coopération lorsque la Turquie inaugurait en Somalie sa plus importante base militaire à l'étranger, marquant l'intérêt stratégique qu'Ankara entend accorder à l'Afrique de l'Est. Et cette base, qui avait coûté environ 50 millions de dollars, permet d'accueillir 1 millier d'hommes en formation. Le premier ministre somalien, lors de la cérémonie de rétrocession, avait remercié le peuple turc et son président pour cette base en soulignant que son pays en avait besoin pour lutter efficacement contre le terrorisme d'Al-Shabaab. La secte terroriste Al-Shabaab continue de causer des ravages en Somalie, déjà aux prises avec l'instabilité politique. Mais l'armée somalienne a pu capturer certains hauts responsables du groupe au cours des derniers mois et a également regagné le contrôle de plusieurs zones sous l'influence des terroristes. Alors que la Somalie s'achemine vers des élections législatives et présidentielles, la Turquie réitère son engagement à poursuivre ses opérations militaires dans le pays, notamment le renforcement des capacités des forces de sécurité. Carlos Villanova, nouveau président de Sao Tomé et Principe. Le candidat du parti d'opposition Action démocratique indépendante a remporté le second tour du scrutin présidentiel du 5 septembre qui l'opposait au candidat du pouvoir Guilherme Posser da Costa avec 57,54% des suffrages contre 42,46% pour son rival. Des résultats provisoires qui doivent maintenant être validés par la Cour constitutionnelle. Joël Ballot. Carlos Villanova est le nouvel homme fort de Sao Tomé et Principe. D'après les résultats provisoires de la Commission électorale nationale le 6 septembre 2021, le candidat du parti d'opposition, l'Action démocratique indépendante, a remporté le scrutin présidentiel avec 57,54% des voix devant Guilherme Posser da Costa qui a obtenu 42,6% des suffrages.
L'élection de Carlos Villanova représente sur le plan symbolique un événement capital dans ce sens que les électeurs sao-toméens ont envoyé au pouvoir un opposant, c'est-à-dire quelqu'un du centre droit, contrairement au pouvoir socialiste qu'ils ont eu avant. Parce que l'enjeu, dans un régime parlementaire où le pouvoir se trouve entre les mains du Premier ministre, le président n'étant qu'un inaugurateur de chrysanthème, c'est de mettre au pouvoir quelqu'un qui va encourager le gouvernement à réduire l'importance de l'aide internationale. L'enjeu de cette élection était d'autant plus complexe dans la mesure où Sao Tomé et Principe est considéré comme un modèle de démocratie parlementaire en Afrique centrale, mais aussi du fait que le président sortant Evaristo Carvalho, âgé de 79 ans, n'a pas souhaité briguer un autre mandat. Le retard de la tenue du second tour a également provoqué une polémique sur la date de la fin du mandat du président sortant Evaristo Carvalho. Il est clair que le verdict des urnes devra sonner le glas d'un apaisement de l'ensemble des acteurs politiques en présence. 5e président de la République élu au multipartisme, Carlos Villanova l'avait déjà emporté sur Guillaume Posser da Costa lors du premier tour du scrutin. D'après la commission électorale, sur un total de 123 301 électeurs inscrits, seulement 80 535 ont voté. Au Cameroun, les autorités veulent renforcer la lutte contre la fraude fiscale. Le pays prévoit de mettre en place des mesures visant à décourager les transactions en espèces d'ici 2022. À cet effet, une circulaire relative à la préparation de la loi de finances 2022, signée par le chef de l'État, Paul Biya, recommande la poursuite de la collaboration entre les administrations financières. Les détails avec Mindred Diamant. Le Cameroun prépare des mesures fiscales visant à interdire les transactions en espèces en 2022. C'est ce qui ressort de la circulaire relative à la préparation de la loi de finances 2022, signée le 30 août 2021 par le chef de l'État Paul Biya. Ces mesures, qui interviennent dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, devraient renforcer la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale au Cameroun. Qu'on vienne demander à ce que les transactions qui se dénouent intégralement ne se fassent plus en espèces, pour moi, c'est la poursuite, c'est un rappel à l'ordre, c'est une sorte de piqûre de rappel, ce n'est pas nouveau. Donc c'est une démarche extrêmement intéressante. De deux également, les usagers de la fonction publique, notamment ceux qui traitent avec les administrations d'assiette, se plaignent énormément de la corruption. Or, la corruption en espèces, ça ne laisse pas de traces. Et le gouvernement, pour lutter donc à tout le moins, pour donner suite à ces récriminations des usagers qui sont généralement en contact et parfois désabusés face aux pratiques de l'administration fiscale ou des administrations d'assiette, le gouvernement a donc continué à dire « vous ne payez plus en espèces ». Selon le groupement interpatronal du Cameroun, l'économie camerounaise est à 90% basée sur l'informel et le taux de bancarisation est de seulement 12%. Des chiffres qui montrent que la plupart des opérateurs effectuent leurs transactions hors des établissements bancaires. D'ici 2030, l'exécutif camerounais veut porter à 80% le taux de bancarisation du pays. L'État a fait un effort de limiter la présence de l'homme entre l'usager et l'argent qui part de la poche de l'usager pour sa caisse, c'est-à-dire pour le trésor public. Donc pour moi, c'est à encourager, c'est une piqûre de rappel, c'est une mesure de rappel qui est déjà en cours depuis pratiquement 5, 6, sinon plus de 7 ans d'ailleurs. Donc on ne paye pas plus de 1 million de francs sur une année qui a 366 jours. 1 million en espèces de l'administration fiscale va vous faire un redressement. Donc pour moi, cette mesure que le gouvernement vient de rappeler à travers la circulaire du chef de l'État fixant les grandes orientations de l'élaboration du budget, l'élaboration du budget pour l'exercice 2022, c'est une piqûre de rappel qui était déjà connue depuis au moins 5, 6, voire 7 ans, sinon plus. Selon les autorités, les transactions basées sur la monnaie physique sont difficiles à contrôler et favorisent l'économie informelle. Ces mesures devraient donc permettre aux populations de privilégier les transactions numériques ou traçables, notamment les transactions via chèque, virement bancaire, carte de paiement ou encore mobile money. Dans l'actualité sportive, poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour la zone Afrique. Avec nous pour faire le point, notre journaliste sportif José Douglas. Bonjour José. Bonjour Corinne. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir des rencontres qui ont eu lieu ce mardi 7 septembre? Eh bien, tout d'abord, la défaite de la Zambie face à la Tunisie, 2-0. Malawi qui bat Mozambique 1-0. Victoire de la Tanzanie face à Madagascar, 3-2. Guinée équatoriale bat Mauritanie 1-0.
0. La victoire de l'Éthiopie face au Zimbabwe, 1-0. Le Sénégal à l'extérieur contre le Congo, 3-1. Le Cap-Vert qui perd devant le Nigeria, 2-1. Victoire aussi de la Libye qui nous surprend face à l'Angola, 1-0. La Guinée-Bissau a écrasé le Soudan, 4-2. Et le Burkina Faso et l'Algérie ont fait match nul, 1 but partout. Nous vous proposons 3 matchs maintenant. Tout d'abord, le premier, c'est Zambie-Tunisie, 2-0 pour la Tunisie, avec un premier but sur pénalty après une faute de main. C'est Rabi Kazri qui ouvre le score pour la Tunisie. Et le second but a été marqué par Ben Slimane à la 92e minute. Score final 2-0 pour la Tunisie. C'était à l'extérieur. Deuxième match maintenant avec Malawi-Mozambique. Un match qui s'est soldé par la victoire de Malawi, 1-0 grâce à Richard Boulou à la 10e minute de jeu. Et après une grosse erreur du gardien mozambicain. Ce n'était pas Noël, mais c'est un vrai cadeau. Et puis un troisième match maintenant, Tanzanie-Madagascar, 3-2 et avalanche de buts lors de ce match pour la Tanzanie. Dès la 3e minute, Erasto Nyoni sur penalty. Ensuite, Novastus Dismas Miroshi à la 26e minute. L'équipe de Madagascar, entraînée par Eric Rabé Sandratana, réduit le score à la 36e par Rako Toyo Yami Mala et égalise aussi à la 47e minute par Thomas Fontaine sur coup franc. Mais vers la 52e minute, Faisal Saloum, aidé par un oiseau de mauvais augure, brisait les espoirs des Malgaches en inscrivant un 3e but pour la Tanzanie. Score final 3-2. Il ne faut pas parler de sorcellerie surtout. Alors José, quelques mots sur le classement. Eh bien, au classement, groupe A, Algérie et Burkina Faso sont en tête, luttent pour partir au Qatar. En groupe B, Tunisie est seul leader avec 6 points devant la Zambie. En C, Nigeria est seul leader devant le Libéria. En groupe D, c'est la Côte d'Ivoire qui devance le Cameroun. En groupe E, Mali est en tête devant le Kenya. En groupe F, la Libye seule en tête devant l'Égypte. En groupe G, Afrique du Sud à 4 points devant le Ghana 3 points et l'Éthiopie 3e avec 3 points. En groupe H, Sénégal est seul en tête, 6 points devant la Namibie. En groupe I, Guinée-Bissau seul en tête avec 4 points. Maroc est 2e et Guinée-Conakry est 3e, mais le Maroc et la Guinée comptent un match en retard car toutes les équipes ont joué 2 matchs. Et en groupe J, la Tanzanie et le Bénin sont ex-aequo avec 4 points. Meilleur buteur pour l'instant, c'est toujours l'Algérien Islam Slimani et le Bissau-Guinéen Joseph Mendes qui compte toujours 4 buts au compteur. Prochaine journée, je sais que ça vous intéresse Corinne, le 6 octobre et nous allons suivre aussi un certain Égypte-Libye, un vrai derby. Merci José pour ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.